Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet super important pour tous ceux qui veulent se lancer dans la formation professionnelle. La fameuse demande de NDA, numéro de déclaration d'activité. Si tu me suis, tu sais que je suis là pour te guider dans le milieu de la formation et t'aider à monter ton centre de formation de manière sereine et efficace. Mais voilà, obtenir son NDA peut vite se transformer en parcours du combattant, notamment à cause des petits détails qui peuvent tout faire capoter. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer les erreurs à éviter absolument pour ne pas voir ton dossier refusé. Et bien sûr, je vais te rassurer parce que c'est pas la fin du monde si tu t'organises bien. Alors, très rapidement pour ceux qui débarquent, le NDA, numéro de déclaration d'activité, c'est le sésame qui te permet d'être officiellement reconnu comme organisme de formation auprès de l'administration. Tu peux pas légalement dispenser des formations professionnelles sans ce numéro et c'est aussi un prérequis pour prétendre à certains financements comme ceux des OPCO voire du CPF, même si c'est pas suffisant à lui seul, on est d'accord. Bref, sans NDA, tu peux pas avancer dans ce secteur. C'est donc une étape obligatoire. Mais qui dit obligatoire dit souvent dossier de demande administrative et c'est là que les ennuis commencent si on ne maîtrise pas les règles. Tu t'en doutes, on est en France. Et qui dit formation professionnelle dit code du travail, préfecture, DRITS, les directions régionales compétentes, etc. Ils vont tout passer au crible. Qui tu es, ce que tu proposes comme formation, dans quelles conditions tu vas la dispenser. Il y a un certain nombre de textes législatifs, les codes 6351.1, 6352.1, 6351.5 du code du travail, etc. Ils peuvent être un peu lourds à digérer. Mais je te rassure, avec un bon accompagnement et des conseils concrets, ça se fait très bien. En gros, ce qui est compliqué, c'est de comprendre exactement ce qu'ils attendent de ta première convention ou de ton premier contrat de formation. Le but, les modalités, la cohérence avec l'objectif professionnel du stagiaire. Et s'il y a un seul point jugé incohérent, bim, le dossier est refusé. Alors passons aux choses sérieuses. J'ai entre les mains des exemples de refus. C'est tiré de cas concrets que j'ai pu analyser dans différents dossiers. Je vais t'en citer quelques-uns pour te montrer à quel point ça peut être pointu. Le cas d'une convention qui ressemble plus à du conseil qu'à de la formation. Une formation trop courte qui a été interprétée par l'administration comme une initiation et donc n'a pas été qualifiée comme formation. Un public visé trop vague ou indifférencié. Une formation qui n'est pas en lien avec le poste du salarié stagiaire. Une fois un dirigeant d'entreprise a souhaité se former en marketing, l'administration a fait une recherche, a vu qu'il était bien dirigeant d'entreprise et a déterminé que son poste de dirigeant n'avait aucun lien avec le marketing. Du coup, le dossier a été refusé. Ton formateur est sous-traitant. L'administration considère que ce n'est pas ta structure qui a dispensé la formation. Incohérence dans les horaires ou les lieux de formation. Siège social du centre de formation déclaré dans une boîte de domiciliation dans une région dans laquelle le dirigeant n'habite pas. Et comme il n'y a pas de bureau, il considère que le siège social est fictif et que le centre devrait être immatriculé dans la région de son domicile. Ça, c'est un grand classique. Certains déclarent un siège social à Marseille, mais la direction effective ou la gestion réelle se trouve à Lyon. Résultat, refus. L'administration déteste les domiciliations fantaisistes, juste pour obtenir un NDA dans une région plutôt qu'une autre. Mais aussi quand les signatures de la convention ne sont pas manuscrites. C'est-à-dire, tu vas scanner la signature et tu vas la poser avec Adobe. C'est un potentiel refus, car ta signature doit être faite de manière manuscrite ou sinon avec un système de signature électronique reconnu. Si le dirigeant souhaite former une personne de sa famille qui porte le même nom, et attends, une qui est pas mal, il te demande en information complémentaire une preuve que la facture a bien été payée si bien sûr tu as déposé la demande après que les formations aient eu lieu. Et si tu n'es pas capable de leur prouver que la facture a été payée, refus. Et on a aussi vu, pour ceux qui déposent le dossier avant que la formation ait lieu, des contrôleurs qui se déplacent le jour de la formation pour être sûr qu'elle ait lieu. Et s'il n'y a personne sur place, refus. Et je t'en ai cité que quelques-uns, il en existe une multitude. Mais pour éviter ces mauvaises surprises, voici, on va dire, 5 erreurs que je vois très souvent. Ne pas clarifier l'objectif professionnel de la formation. L'administration exige que tu expliques pourquoi cette formation va permettre au stagiaire de développer ou d'acquérir des compétences utiles à son emploi ou à son évolution. Si ça ressemble juste à du conseil, c'est niet. Deuxièmement, rédiger une convention et un programme trop vague. Il te faut absolument un programme détaillé. La durée, le plan de cours, les méthodes pédagogiques, les modalités d'évaluation, les prérequis. Si l'un de ces points manque, tu risques le refus. Troisièmement, fournir des informations incohérentes. Attention aux dates, aux lieux, aux personnes concernées, aux horaires. Tout doit matcher. Si tu dis que la formation est du 2 au 3 août sur place, fais bien en sorte que le contrat n'indique pas autre chose ou que la feuille d'émargement ne dise pas du 4 au 5 août. Quatrièmement, ignorer le critère objectif professionnel pour le stagiaire. On n'est pas dans de la formation pour faire joli. Tu dois prouver que ça sert réellement le parcours du bénéficiaire. S'il est plombier et que ta formation porte sur la pâtisserie, on est hors sujet. Cinquièmement, jouer avec la domiciliation. Déclarer un siège social fictif juste pour éviter les contrôles ou pour simplifier la procédure. C'est le refus assuré. Crois-moi, l'administration voit clair dans ce genre de choses.
Maintenant, place aux solutions, parce qu'on n'est pas là pour te faire peur, mais plutôt pour t'aider à réussir. Premièrement, prépare un dossier béton. Deuxièmement, avant d'envoyer quoi que ce soit, assure-toi que tu as bien tous les documents. CABIS, qui correspond à ta situation réelle, programme de formation détaillé, convention conforme au code du travail, CV et référence des formateurs s'il y en a plusieurs, preuve de paiement de la facture si la formation est déjà passée. Tu dois montrer clairement la pertinence de la formation. Dis-toi tout simplement, si un contrôleur lit ce dossier, est-ce qu'il va comprendre en 2 minutes pourquoi cette formation est utile aux stagiaires? Explique le lien entre le poste, les compétences visées et la réalité de l'entreprise. Soigne les moindres détails. Date, horaire, lieu, zéro contradiction. Vérifie que le public ciblé est bien défini. Cette formation s'adresse à tel poste pour tels objectifs, etc. Évite les copier-coller vagues et standardisés. Assume ton siège social. S'il est à Marseille, justifie pourquoi c'est là que se trouve ta direction effective. Et si tu fais ta déclaration dans une autre région que ton lieu d'habitation, ne prends surtout pas de boîte de domiciliation. Si tu travailles depuis Lyon, alors déclare à Lyon. Il n'y a pas de raison de bricoler. Et bien sûr, fais relire ton dossier par un connaisseur, un œil extérieur, consultant spécialisé, un centre de formation en activité ou même un organisme d'accompagnement comme le nôtre. Ça va tout de suite te permettre de repérer les incohérences qui t'empêcheraient peut-être d'obtenir ton numéro de déclaration d'activité. Et si tu te sens un peu perdu, tu veux pas te tromper, sache que je propose un accompagnement complet pour la création de ton organisme de formation. On s'occupe de tout, choix de la structure, rédaction des statuts, etc. La préparation de ton dossier NDA. On sait exactement ce que cherchent les DRITS. On a déjà vu plein de cas de figure, donc on anticipe les problèmes avant qu'ils ne se posent. Et bien sûr, la mise en place d'une offre de formation solide pour que tu aies un vrai catalogue cohérent et pas juste une convention qui traîne par-ci, par-là. Ensuite, l'obtention de la certification Calliope, parce que avoir ton numéro de déclaration d'activité, c'est bien, mais ça suffit pas pour proposer des formations à 0 € pour ton client. C'est avec la certification Calliope que tu vas pouvoir le faire. Et aussi le déploiement d'une stratégie commerciale, parce que oui, après avoir ton NDA, il va falloir remplir tes sessions et générer du chiffre d'affaires. Bref, c'est un accompagnement clé en main. Si tu veux gagner du temps et éviter de galérer avec les refus, on est là pour ça. Voilà, tu as maintenant un aperçu clair de ce qu'il faut surtout pas faire dans ta demande de NDA. Mais ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que oui, l'administration est pointilleuse, mais c'est compréhensible. Ils veulent s'assurer que ce qui est financé ou reconnu comme formation l'est réellement. Mais si tu respectes les quelques principes que je viens de t'expliquer, tu vas grandement augmenter tes chances d'obtenir ton NDA du premier coup. Et si tu veux te faire accompagner pas à pas, moi et mon équipe, on est là pour ça. Donc si ça t'intéresse, clique sur le lien en dessous de la vidéo pour prendre rendez-vous rapidement avec nous. On fera le point sur ton projet, sur ta stratégie, on t'expliquera comment on peut t'aider à valider tout ça rapidement. Du coup, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pense à liker si elle t'a aidé et à la partager si tu connais quelqu'un qui galère avec son NDA. Et surtout, ne lâche rien car la formation professionnelle est un secteur extraordinaire si on sait s'y prendre correctement. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.